Bonjour à tous, bonjour Laurent. Bonjour. Voilà, je suis très heureuse de te recevoir à l'association, enfin, sur le webinaire de l'association. On a beaucoup parlé de toi, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues soit en consultation chez toi, soit à tes ateliers et qui nous ont vraiment dit tout le bien que tu leur avais fait. Donc aujourd'hui, moi, je suis très contente de t'avoir pour que tu parles de ton parcours dans un premier temps et de ce qui est aussi, enfin voilà, de ce que tu proposes aux gens, autant en individuel qu'en collectif. Quel Ok, programme! tout un programme. Non, déjà, je voudrais que tu commences par nous faire une petite présentation. Comment tu en es arrivé, là où tu en es arrivé. Alors, donc, bon, la présentation, c'est assez simple. En fait, bon, je suis âgé de 52 ans. Ça fait 30 ans que je suis dans le soin. J'ai commencé en étant kiné. J'ai été diplômé kiné assez jeune. Je crois que j'avais 21 ans quand j'ai commencé, quand j'ai ouvert mon premier cabinet. Et je me suis tout de suite intéressé à l'ostéopathie. Dans l'ostéopathie, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait des choses sous-jacentes qu'on n'expliquait pas tout d'un point de vue purement mécaniste, puisque l'approche des débuts en ostéopathie était une approche mécaniste. Et j'ai senti très rapidement l'influence de l'émotionnel. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de hasard dans l'apparition des maladies. Que les gens, même quand ils avaient un accident, même quand ils avaient un traumatisme qui leur arrivait, il y avait quelque chose de curieux où en cherchant un petit peu, on se rendait compte que ça semblait toujours résonner avec une problématique, une de leurs problématiques. Donc j'ai commencé très vite à me rendre compte qu'il y avait quelque chose, comme s'il y avait une logique en fait aux pathologies, aux événements qui pouvaient survenir. Et ben ça m'a interpellé, on va dire, et donc j'ai cherché des réponses. J'ai fait des séminaires en post-gradué en ostéopathie qui m'ont beaucoup chamboulé parce que je me suis aperçu de l'influence de la pensée. Je me suis aperçu de la possibilité d'avoir une interaction à distance, même sans toucher son patient. Et moi, c'était quelque chose que je connaissais absolument pas. J'avais aucune explication à ce que j'avais là. Et comme j'aime bien comprendre, ça a déclenché ma curiosité et ça a déclenché quelque chose qui est toujours d'actualité, où je suis toujours dans une recherche de compréhension. Donc après, mes soins, ils ont évolué vers cet aspect, on va dire, invisible, qui est l'aspect énergétique. Au début, je sentais rien, mais j'avais cette envie d'y aller. Et petit à petit, les sensations sont développées. Petit à petit, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et comme ça, de fil en aiguille, maintenant, je suis passé donc de la kiné à l'ostéopathie, à une approche énergétique, en passant essentiellement par les chakras dans un premier temps. Et puis donc maintenant, à une approche énergétique globale qui me permet de soigner de cette façon-là la majorité des pathologies qu'on peut trouver en cabinet. Voilà, en cabinet. D'accord. Tu continues l'ostéopathie quand même ou c'est vraiment, tu es passé vraiment qu'à l'énergétique Alors, ou tu allies les deux? pour moi, dans mon cœur, je suis toujours ostéopathe. Voilà. Mais pour moi, ce que je fais, c'est de l'ostéopathie. Ça répond à la logique de l'ostéopathie. Maintenant, pour moi, en fait, toutes les dysfonctions qu'on pourrait appeler mécaniques, en réalité, sont des dysfonctions énergétiques. Et pour moi, il faut libérer d'abord au niveau énergétique. Et je ne crois pas, en fait, à la comment dire, à la théorie classique qu'on a de l'ostéopathie, de la vertèbre déplacée qu'il faut remettre en place. Pour moi, la théorie mécaniste du corps correspond pas à la réalité de ce qui se passe en fait dans le corps. C'est déjà mieux que quand on n'avait pas ça. Hein, l'approche de l'ostéopathie et de l'ostéopathie manipulative a été une grande avancée dans les soins alternatifs. Mais je pense que maintenant, cette approche-là, l'approche mécaniste, elle n'a plus de raison d'être. Elle peut être intéressante au début pour se faire la main, développer un petit peu notre sensibilité. Mais pour moi, très vite, c'est des approches qui sont maintenant, à mon avis, devenues obsolètes. D'accord. Dans Alors, les je ne vais peut-être écoles, pas me faire beaucoup d'amis ouais. avec mes copains C'est ostéopathes. pas. Alors, ce n'est pas pour autant que les techniques d'ostéopathie sont de mauvaises techniques, mais je crois que vraiment, il y a une idée d'aller plus loin et de chercher à comprendre comment s'installent les lésions ostéopathiques, quelles sont en fait les mémoires
qui sont présentes derrière et qui fait que les blocages viennent au niveau du corps. Les gens qui ont l'habitude de voir des ostéopathes, ils se rendent bien compte que c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Et les ostéopathes, ils se rendent bien compte aussi dans leur clientèle que les patients, ils reviennent en général toujours avec la même vertèbre en lésion. Et j'entends ce discours-là des gens qui sont allés voir un ostéopathe, qui disent c'est ma D4 ou qui viennent me voir en disant c'est ma 4e dorsale qui a encore sauté. On voit que c'est toujours les mêmes schémas qui reviennent, quoi. Voilà, par exemple. Donc pour moi, je ne peux plus pratiquer l'ostéopathie, on va dire, dite conventionnelle. Maintenant, ce que je pratique, pour moi, ça reste de l'ostéopathie parce que j'ai toujours gardé la philosophie de l'ostéopathie qui est de prendre l'unité fonctionnelle du corps, de traiter ce qu'on appelle la lésion primaire, c'est-à-dire d'aller chercher dans tout le mécanisme lésionnel du corps qu'est-ce qui verrouille et bloque le système, et d'aller libérer ce blocage primaire. Et en fait, c'est cette quête de la lésion primaire qui m'a amené à aller chercher dans l'émotionnel, dans le psychisme et dans le mémoire, dans nos mémoires, donc dans les mémoires inconscientes, tout ce que le corps a gardé en mémoire et qu'il a vécu de traumatique, que ce soit traumatique physique, psychique ou autre. Très intéressant. Du coup, tu manipules encore quand même les gens? Tu as besoin de manipuler? Tu n'as plus besoin de manipuler? Je ne fais plus craquer. Ah oui, Si on entend manipuler, craquer, je ne fais plus craquer. En fait, même un blocage mécanique, donc ce qu'on appelle la lésion ostéopathique, c'est un blocage en fait d'une structure articulaire ou d'une structure viscérale, mais c'est une perte de mobilité au niveau d'une structure articulaire. Donc, les premières techniques ostéopathiques, on prenait l'articulation, on ouvrait l'articulation, ça fait et on disait c'est libéré, en gros c'est remis en place. C'était le discours à l'époque, on va dire, qui est encore d'actualité aujourd'hui, avec lequel je ne suis pas d'accord. C'est quelque chose qui m'agace encore quand j'entends parler de vertèbres qui sont remises en place ou de vertèbres qui se sont déplacées. Et donc ces techniques-là, il n'y a pas besoin. Si on libère la dysfonction qui est sous-jacente, cette dysfonction-là, elle disparaît automatiquement. Donc, on n'a plus besoin du tout, ni de craquer, ni de… Tu écoutes la personne ou tu as quand même un ressenti quand la personne arrive chez toi? Alors, si je l'écoute, c'est-à-dire si j'écoute ce qu'elle a à me raconter? Oui, est-ce que tu as, pas un discours, on va dire, mais quand elle arrive, quand la personne vient te voir, du coup, est-ce qu'elle te raconte l'histoire ou toi déjà, par le schéma corporel, tu as déjà un début d'histoire, hein? Alors, bien sûr, j'écoute sa demande. Oui, ça. Donc, comme un examen classique, c'est-à-dire j'écoute sa demande, pourquoi elle vient, l'histoire de la maladie, ses antécédents, faire ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, c'est-à-dire est-ce que c'est de ma compétence ou pas, est-ce qu'il y a un risque de pathologie organique grave, style tumeur ou fracture, je sais rien, des choses qui ne sont pas de ma compétence. À ce moment-là, je renvoie vers les personnes compétentes pour la soigner. Donc, il y a comme un examen médical classique ou examen ostéopathique classique, donc il y a cette première écoute-là. Donc après, pourquoi elle vient, qu'est-ce qu'elle demande à soigner. Et après, très vite, je passe aux soins. Son histoire, j'écoute vraiment les grandes lignes et surtout dans l'idée au début de faire ce fameux diagnostic différentiel, c'est-à-dire est-ce que c'est de mon ressort ou pas. Et après, donc, j'écoute un petit peu ce qu'elle a à me dire, mais ça se fait surtout dans le soin, c'est-à-dire que je passe très vite aux soins. Donc là, il y a une écoute, mais qui est une écoute énergétique, c'est-à-dire qu'en premier, j'observe mon patient debout, j'observe sa posture, j'ai la chance de pouvoir voir l'aura, de pouvoir percevoir l'aura et donc de voir s'il y a des déséquilibres dans l'aura, déjà d'avoir une idée des régions du corps où il y a des dysfonctions, où il y a des blocages énergétiques, où il y a des déséquilibres, s'il y a des présences dans son aura, des liens toxiques, donc j'ai déjà ce premier aperçu. Et puis, moi, dans ma façon de travailler, je sens dans mon corps ce qui se passe chez mon patient. J'ai une façon de travailler où c'est mon corps qui m'indique ce qui demande à être libéré chez mon patient. Et une fois que j'ai fait ce premier petit bilan, cette première prise de contact, on va dire énergétique, après, on va directement à la partie du soin, c'est-à-dire d'aller chercher ce qu'en ostéopathie, on appelle les lésions primaires, c'est-à-dire où est l'origine de son dysfonctionnement. Voilà.
Et donc ça, l'origine du dysfonctionnement, c'est des choses que le corps a gardées en mémoire, qui sont en général dans l'inconscient et qui sont en général complètement éloignées de la zone douloureuse. C'est-à-dire que dans une approche ostéopathique, qui respecte, on va dire, la tradition ostéopathique, mais aussi dans toutes les approches de médecine, on va dire, alternative, ce qui fait la différence, c'est qu'on ne s'intéresse plus aux symptômes. C'est pour ça que ce que le patient nous raconte et pourquoi il vient, bien sûr, on en tient compte. Mais après, une fois qu'il nous a dit ça, en fait, on prend le patient dans sa globalité et on va chercher dans le corps qu'est-ce qui ne fonctionne pas. La pathologie, le symptôme, ce pourquoi il vient, en fait, c'est juste le petit témoin qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, pour le soigner, il faut aller chercher ce qui ne va pas. Et en gros, voilà la démarche du soin. Une séance, ça dure combien de temps à peu près avec toi? Entre une demi-heure et 3/4 d'heure. D'accord. J'essaye de faire des séances courtes et pour moi, plus la séance est courte, mieux c'est. D'accord. Et c'est toute la difficulté. Plus on va arriver à cerner ce qui déconne en gros chez la personne, le point de blocage, plus on va aller rapidement sur ce point-là et plus on va voilà, et on va faire quelque chose de précis en fait dans le diagnostic et dans le traitement. Si, entre guillemets, on tape juste, ça va automatiquement libérer l'ensemble de la structure. Quand on commence à faire une libération, 2 libérations, 3 libérations, 4 libérations, on commence à patauger. Plus on fait de techniques, moins ça marche. C'était le principe de l'ostéopathie où le père de l'ostéopathie, Andrew Taylor Still, il parlait de cette lésion primaire et il disait trouvez-la, traitez-la et laissez faire. On voit cette idée-là en acupuncture, on voit cette idée-là en homéopathie, qu'il faut prendre un petit peu de temps pour cerner quelle est la problématique, quelle est la source du problème, on le traite et on le laisse faire. Si on fait des séances trop longues, on va avoir tendance à diluer le travail qu'on fait et l'intention qu'on met aux soins. Et si on le dilue, ben, ça va être moins efficace. En sachant que dans cette approche, il m'a fallu trouver un équilibre parce que j'ai eu une période où j'étais vraiment dans la quête de cette lésion primaire qui est la quête de l'ostéopathie. Je prenais une vingtaine de minutes de traitement à diagnostiquer cette lésion primaire. Je traitais uniquement cette lésion primaire. Donc, en fait, l'acte thérapeutique en lui-même, il durait 1 seconde. Et après, je laissais faire. C'est-à-dire que j'étais vraiment rentré à fond dans la logique de style, dans la logique de l'ostéopathie, de traiter et la lésion primaire et de laisser faire. Seulement, ça demandait aux patients, ça entraînait un tel bouleversement dans ses corps énergétiques, ça demandait un tel effort au niveau du corps après pour retrouver un équilibre que les gens ils voulaient plus venir parce qu'ils venaient parce qu'ils avaient mal au cou, parce qu'ils avaient des troubles digestifs. On faisait un soin et ils étaient tellement en vrac après la séance, le temps que le corps retrouve son équilibre, que du coup après ils hésitaient à revenir, même si effectivement au bout de 15 jours, 3 semaines, parce qu'après un soin, le corps il retrouve un équilibre définitif au bout de 3 semaines, même si après leur problème était réglé, ça les secouait tellement en fait cette façon de travailler là, qu'il a fallu que je trouve une façon qui permette à la fois de traiter la lésion primaire et puis qui permette aussi d'aider le corps à commencer à intégrer en fait cette libération et de l'aider à, voilà, à se rééquilibrer pour avoir moins ces réactions qu'on va trouver quand on a une approche comme ça un peu uniciste, que ce soit en homéopathie ou en acupuncture. Si on se contente juste de donner le remède de terrain, celui qui fait bouger le terrain, ça demande un tel effort au corps pour se rééquilibrer que, voilà, que ça crée une période après le soin qui est compliquée. Donc, il a fallu trouver un équilibre entre être, j'allais dire, trop ponctuel et trop long dans la séance. Donc, il me semble qu'une demi-heure, c'est un bon délai. Alors, pour le thérapeute, ça demande un effort et c'est assez fatigant parce que ça l'oblige à être très concentré pour faire son soin dans la demi-heure. Et ça peut être un peu fatigant. En prenant 3/4 d'heure, ça permet d'être un peu plus cool. Voilà. C'est pour ça que je dis entre une demi-heure et 3/4 d'heure, et puis selon le patient, il y a des patients
où on va être obligé d'aller voir des choses compliquées, des choses, par exemple, j'ai eu le cas ce matin, si on est sur des mémoires d'inceste, sur des mémoires de choses que le patient avait refoulées et qui émergent à ce moment-là, on ne peut pas aller faire émerger ce truc-là et puis renvoyer le patient sans l'accompagner un minimum. Donc, on est obligé d'avoir un accompagnement pour aider un peu. Donc, des fois, forcément, on est obligé de prendre Un peu plus de parole. un peu plus de temps, un peu plus de parole, plutôt que de taper là où il y a le problème et puis après de laisser le patient se démerder avec ce qu'on a mis à jour là. Bonjour, merci, au C'est revoir. ça, voilà. Tu proposes aussi des séances collectives. Alors, donc, oui, donc ma pratique, ça a été principalement une pratique de soins, ça reste encore principalement une pratique de soins. Maintenant, il se trouve que au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'on avait besoin en réalité de peu de connaissances pour soigner. On avait besoin de peu de connaissances anatomiques. Par exemple, le fait de connaître les 7 principaux chakras, les 7 principaux centres énergétiques du corps, c'est suffisant en termes de connaissances anatomiques du corps pour pouvoir soigner presque la majorité des pathologies. Et j'avais beaucoup de gens qui étaient curieux de ma façon de pratiquer au cabinet et j'ai des gens qui m'ont demandé d'expliquer comment ça fonctionnait, ce que je faisais. Et donc, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à faire des ateliers. C'est-à-dire, je me suis dit, une bonne idée, ça serait de partager ça, de travailler en petits groupes. Alors, au début, j'ai travaillé juste avec 2-3 personnes qui étaient un petit peu dans la même recherche que moi. Et puis, très vite, je me suis dit que c'était une bonne idée de transmettre cette façon de soigner, puisque c'était assez, ça me semblait possible, mais je ne savais pas au début si je pouvais le transmettre, parce que comme ça demande une sensibilité particulière, ça demande à ressentir l'énergie, est-ce que je pouvais arriver à transmettre ces choses-là? Et donc, au début, j'ai tâtonné. Donc, il y a 10 ans, les premiers ateliers, je pense les participants, ils ont essuyé un peu voilà. Mais ça s'est bien mis en place et maintenant, donc, j'ai mis en place des ateliers où je transmets ma façon de soigner et ça peut se faire assez rapidement. C'est-à-dire que, donc, comme j'ai expliqué, dans ma façon de soigner, le thérapeute, il sent d'abord dans son corps ce qui se passe chez le corps du patient, dans le corps du patient, et c'est en étant à l'écoute de ce qui se passe dans son corps au moment du soin qu'il peut faire le diagnostic et même qui fait le traitement en fait de ce qui se passe chez son patient. Donc, les 3 premiers ateliers, c'est apprendre à se soigner soi-même. Donc, j'ai parlé d'autotraitement Oui. pour apprendre à ressentir dans son corps les énergies, sentir à quel endroit il y a des blocages dans la circulation des énergies, comment identifier et libérer ses propres blocages avant de soigner les autres. Et d'ailleurs, pour tout thérapeute, ça me semble assez incontournable de commencer de travailler sur soi avant de soigner les autres ou de le faire en même temps. Mais en tout cas, dans le soin, on comprend que l'autre est toujours un miroir. Donc, le thérapeute qui ne comprend pas que ce qu'il voit chez l'autre lui appartient, il va passer à côté de quelque chose de primordial dans le soin. Donc, voilà, les 3 premiers ateliers sur l'autotraitement. Et en fait, une fois qu'on sait le faire sur soi, il y a juste quelques petites clés à mettre en place pour pouvoir soigner les autres. Et donc, après, il y a un atelier où on fait l'expérience du soin sur quelqu'un d'autre. Et puis, j'ai rajouté un espèce d'atelier intermédiaire. Donc, quand je disais qu'au début du soin, on va observer l'aura de notre patient, observer sa posture, observer comment circulent ses énergies. J'ai fait un atelier sur l'aura. Voilà. Alors, sur l'aura, dans l'approche de la bioénergie, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher, par exemple, quand on va voir l'aura, quelle est la mission d'âme du patient, pourquoi il est fait. Ce n'est pas l'idée. Là, l'idée de ce que je propose, c'est de voir quels sont les dysfonctionnements, qu'est-ce qui ne va pas chez le patient et comment je peux libérer ça. Donc, je m'oriente vers la transmission. Oui, tu as dû faire quand même de sacrées recherches pour arriver à coller tout ce que tu ressentais avec le terme bioénergie. Tu as dû quand même avoir une sacrée recherche personnelle pour en arriver là.
Donc, le terme de bioénergie, je l'ai mis parce que je ne savais pas quoi mettre d'autre. D'accord. Et voilà, donc je reste en accord avec ce terme-là, puisqu'on va dire que ça va être l'énergie du vivant, voilà. Donc la bioénergie ou bioénergétique. J'ai plus tendance, je pense, à parler de bioénergétique. Maintenant, je peux employer l'un ou l'autre. Alors, c'est un grand fourre-tout où on retrouve tout et n'importe quoi. Donc, mon approche, elle est assez personnelle, c'est-à-dire que ce que je transmets, on ne le trouve pas ailleurs. On va trouver plein de choses qui ressemblent, mais on ne le trouve pas vraiment ailleurs. Et donc, elle rentre dans ce grand fourre-tout de la bioénergie, de la bioénergétique. Alors, après beaucoup de recherches, oui, en fait, dans mes facultés, j'ai une faculté de synthèse. Ce qui fait que je suis allé voir un peu partout. Et c'est un peu, et en fait, dans tous les enseignements qui tournent autour de l'énergie, qui tournent autour du soin, autour de la médecine, autour de la spiritualité, autour de la magie, autour du chamanisme, autour même de l'occultisme, pourquoi pas, on va retrouver en fait des pièces d'un grand puzzle. Et en fait, petit à petit, en soignant, et moi, c'est surtout ce que m'ont renvoyé mes patients pendant le soin, qui m'a permis de comprendre en quoi chaque pièce du puzzle petit à petit allait arriver à trouver sa place. Et là, actuellement, le puzzle est quasiment complet. Il manque encore quelques petits points à éclaircir, mais le puzzle est quasiment complet. Ça, c'est chouette. Du coup, tu fais ça en présentiel sur Perpignan, tu peux proposer en visio, autant les consultations que les groupes, tu pratiques comment? Bon, mais, en Alors, dehors même du confinement, hein, parce que là, le confinement, c'est sûr que c'est particulier. ouais. Mais Donc, les ateliers, ils se font au cabinet. Au début, je louais des salles pour faire les ateliers, mais au cabinet, donc le cabinet est en centre-ville à Perpignan. J'ai une salle qui est relativement grande où on peut être un petit groupe de 10 personnes. Et en fait, 10 personnes pour faire les ateliers, c'est un nombre qui me va bien parce qu'on peut facilement communiquer, on peut facilement sentir ce qui se passe chez les gens qui sont présents. Et donc, du coup, actuellement, les ateliers en présentiel, ils sont au cabinet à Perpignan. En général, les vendredis, parce que le vendredi, c'est un jour où on a le cabinet pour nous, on n'est pas dérangé ni par les sonnettes, voilà, ni par le téléphone. Donc, pour le moment, les ateliers, c'était en général les vendredis au cabinet. Avec le confinement, on m'avait demandé si je pouvais faire des ateliers par visioconférence. Donc, avant cette période de confinement, j'avais dit oui, peut-être, mais je ne l'avais jamais fait parce que j'avais d'autres choses à faire. Je suis pas mal pris quand même par l'activité au cabinet, par les ateliers. Et là, du coup, le fait d'avoir du temps, j'ai proposé un premier atelier en visioconférence qui s'est bien passé. Du coup, j'en ai proposé un deuxième, un troisième. Et donc maintenant, on va continuer. C'est-à-dire que j'avais des gens qui, pour les ateliers, venaient d'un peu toute la France. J'ai pu avoir des gens qui venaient de Bretagne, des gens qui venaient de Lyon, qui venaient et en fait, on peut faire, comme on peut faire un soin à distance exactement de la même façon qu'on peut le faire au cabinet, en fait, je me suis rendu compte que, le travail qu'on faisait sur les ateliers de bioénergétique, en fait, on peut le faire de la même façon en visioconférence. Et donc, du coup, c'est parti. C'est-à-dire que le confinement, il aura permis cette expérience-là de cette transmission par visioconférence. on y pensait, on mettait de côté, on mettait de côté. Et là, mis au pied, on est obligé de C'est faire. exactement ça. Donc là, maintenant, pour le moment, je le projette comme ça, c'est-à-dire que le vendredi, c'est un jour où je ne vais pas avoir de consultation au cabinet et qui sera consacré soit aux ateliers en visioconférence, soit les ateliers directement au cabinet. Et puis c'est pareil avec le confinement. Autrefois, pour le soin à distance, je faisais le soin à distance, mais de façon confidentielle. C'est-à-dire j'avais des patients qui savaient que je pouvais le faire et qui du coup me contactaient. Mais officiellement, je ne disais pas le fait qu'on pouvait soigner à distance. Et puis là, avec le confinement, j'ai officialisé le fait qu'on pouvait soigner à distance. Et en fait, petit à petit, ça a fait un peu boule de neige. C'est-à-dire que les premiers temps, j'avais une personne ou deux par jour. Et puis là, à la fin du confinement, je me retrouve avec des journées, pas complètes, mais des journées où j'ai beaucoup de monde à soigner. Donc du coup, comme il y a pas mal de monde que j'ai commencé à soigner à distance,
je peux pas, entre guillemets, les laisser tomber avec la reprise, la sortie du confinement. Donc, forcément, je vais proposer, donc, je pense, une journée par semaine qui sera consacrée aux soins à distance. C'est super, ça c'est une Voilà. belle évolution, moi, je trouve, hein. Oui, Voilà. C'est oui, une oui, oui. continuité des choses même. C'est ça. En fait, avec l'activité que j'ai démarrée donc, il y a 30 ans, c'est comme si j'avais tiré une espèce de fil et puis je suis en train de débobiner le truc pour voir juste où ça m'amène. Je ne sais pas encore, mais ce n'est pas le souci de savoir où ça m'amène. Ce qui est chouette, c'est ce qui se passe en ce moment et ça, c'est chouette. C'est le chemin pris, comme on C'est dit avec ça. Mm. beaucoup en ce moment. Ouais. Du coup, ça t'a amené à l'écriture d'un livre que j'ai eu la chance de lire. Je me suis régalée, je le dis haut Bon, et c'est fort. cool. Donc, l'écriture du livre, ça t'est venu comment? C'était la suite logique? C'était… Alors, c'était la suite logique, oui, et c'était la suite logique aux ateliers, c'est-à-dire que sur les ateliers, on fait essentiellement de la pratique. Le plus important dans ces approches et dans ce que je transmets, c'est la pratique. Le reste, c'est de la théorie. Ce n'est pas que ce n'est pas important la théorie, mais ça l'est beaucoup moins. Ce que je disais, en fait, il y a besoin de peu de connaissances. Maintenant, il y a quand même besoin de comprendre comment ça marche l'énergie. Et donc, forcément, j'aborde ce sujet dans les ateliers, mais j'avais besoin de le poser. Et donc, le livre, ça a été un moyen, d'une part, de poser ce que j'avais à raconter sur ma perception de comment ça marche la vie, comment ça marche l'énergie. C'est bien. Et du coup, on peut le retrouver où, ton livre? Alors, pour tout ce que je propose, l'idéal, c'est de passer par mon site. Donc, si sur Google, on tape quelques mots-clés, Laurent Chanet, ostéopathe, Perpignan, ces mots-clés-là, on va facilement trouver mon site qui s'appelle l'ostéopathie bioénergétique. Sinon, je pense que là, l'adresse du site, je pourrais la laisser en commentaire sur Facebook. Voilà. Je crois qu'il y Et en a donc, déjà qui les ont laissés, qui ont déjà laissé le site ostéopathieperpignan.free.fr. Il y en a déjà c'est qui l'ont ça, posté. exactement. Ouais. Il y a les petites mains qui Et, sont derrière. et donc, sur le site, il y a le lien pour les ateliers. C'est pareil, les inscriptions pour les ateliers, je ne m'en occupe pas. C'est-à-dire que je mets des fiches en ligne et les gens s'inscrivent tout seuls, en gros. Donc, tout se passe principalement par mon site. Si on veut le livre, il y a le lien sur le site éditeur, Bookelis. Alors, on peut soit le commander en version papier, soit directement en version numérique. Voilà. C'est la version numérique qui est préconisée actuellement avec le confinement. C'est ça, ouais. Comme moi, j'ai un système un peu mixte entre l'édition et l'auto-édition. Je sais que pendant la période de confinement, il était plus disponible à la commande parce qu'on peut le trouver à la Fnac, chez Amazon, voilà. Mais je sais que pendant la période de confinement, il était plus disponible à la commande. Je pense que ça va revenir là. Voilà. Mais je pense donc soit en commandant sur le site éditeur ou si on est un peu plus pressé de le commander en version numérique. C'est pareil, version numérique, on peut l'avoir en format EPUB pour les liseuses, on peut l'avoir en format PDF. Alors, c'est recommandé. Je pense que c'est une bonne idée. D'une part, c'est moins cher. Je le propose à 5,99 € en version numérique contre 23 € en version papier. Ah oui, en effet. Voilà. Une question, les ostéopathes viennent aussi se former à ta méthode? Pas beaucoup. Pas beaucoup parce que c'est compliqué pour eux. Ça reste compliqué. Parce que c'est compliqué pour eux parce que ça les oblige à lâcher ce qu'ils connaissent et c'est très inconfortable de sortir du connu. Ouais. Mon idée sur les ateliers, mon idée au départ, c'est ce que j'avais à transmettre, c'était d'en faire une formation pour les ostéopathes et les kinés. Et donc, j'en ai qui viennent régulièrement aux ateliers, mais c'est une petite partie. C'est pareil, j'ai un peu quitté, on va dire, le monde ostéopathique dans lequel il y a des choses où je ne me reconnaissais pas, en fait, notamment dans un discours dans lequel je ne me reconnaissais pas forcément. Donc, du coup,
il n'y a pas vraiment une rupture, ce n'est pas le cas, mais c'est plus compliqué pour eux. Et en fait, c'est beaucoup plus simple de transmettre à des gens qui n'ont pas d'expérience et de connaissances et qui, du coup, sont un peu vierges et qu'à des gens qui ont déjà beaucoup de connaissances. Donc, dans mes ateliers, j'ai eu des kinés, j'ai eu des micro-kinés, j'ai eu des ostéopathes et pour eux, ils ont du mal à lâcher ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire quand on parle de la vertèbre déplacée, du blocage ostéo-articulaire, ils ont du mal à se dire qu'on peut se passer de ça et que ça marche aussi bien. Comme c'est ce qu'ils font tous les jours, ils ont du mal à dire ben non, on tourne une page là-dessus et on passe à autre chose. Par contre, dans mes ateliers, la majorité, c'est quand même des thérapeutes. Thérapeute en médecine chinoise, thérapeute, j'ai des médecins. Voilà, c'est quand même, je pense, une majorité de thérapeutes qui participent aux ateliers. D'accord. Voilà. L'avenir? Aucune idée. Ah, c'est cool. Bon, il y a plein de choses qui se sont mises en place là quand même. Oui, donc il y a plein de choses qui se sont mises en place. Votre téléphone étant en mode avion. Excusez-moi, c'est le téléphone. Prendre l'avion peut-être alors. C'est ça. Non, en fait, moi, je ne projette pas grand-chose. Par contre, s'il y a des opportunités, à ce moment-là, en général tendance à dire oui. Comme tu vois, par exemple, je ne suis pas dans une idée de faire une démarche pour faire des conférences. Par contre, si tu me demandes de faire une conférence, je risque de dire oui. Comme là, je n'étais pas sur une démarche de faire une interview. Par contre, si on vient vers moi et qu'on me demande, je dis oui. Voilà, donc l'avenir, je ne sais pas trop. Voilà. Alors moi, j'ai beaucoup d'idées folles. Hein, donc, si tu veux faire une conférence, je pense qu'on fera des conférences. Voilà. On peut faire un colloque ou des choses comme ça sur la bioénergie, des choses qui changent et avec des thérapeutes qui ont des idées nouvelles aussi, qui ont expérimenté, qui ont mis en place comme toi, parce que 30 ans, mais je pense que 30 ans, c'est quand même une expérience, un poids. C'est pas rien. Et puis, on a beaucoup avancé, même si en fait, ce qu'on se transmet là, ça existe depuis la nuit des temps, en fait, hein, le soin énergétique. Ça existe depuis la nuit des temps. D'une manière générale, je pense qu'il y a eu une période où dans le domaine de l'énergie, on a raconté n'importe quoi. Et il y a encore beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi, notamment avec toute la mode un peu du New Age là, qu'on a eu autour de ce fameux 2012. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont retombés de cette période-là. Ça a épuré un peu et on commence à avoir des discours qui sont un peu plus sérieux, des gens qui sont un peu moins perchés, parce que c'est le risque dans les approches énergétiques où forcément il y a une très grande dimension spirituelle, mais le risque effectivement c'est de se percher dans cette spiritualité et de ne plus être en contact même avec l'humain. Et donc je pense qu'actuellement il y a un équilibre qui est en train de se faire et que beaucoup de gens qui sont dans la thérapie et dans la thérapie alternative sont un peu en phase de déperchage et peuvent proposer quelque chose qui risque d'être plus facilement acceptable et qui a vraiment, pour moi, que la médecine de demain, elle est là. Moi, c'est quelque chose, j'en suis persuadé, pour plein de raisons, pour des raisons économiques aussi. La médecine classique est une médecine qui coûte très cher. Je ne suis pas sûr que dans un avenir à moyen terme, on ait les moyens financiers de continuer une médecine comme ça et qu'on sera plus ou moins forcé d'aller vers une sorte de médecine low-tech. La médecine énergétique, il n'y a besoin de rien. Voilà. Donc, elle rend service, c'est-à-dire qu'on peut soigner énormément de pathologies qui sont les pathologies des quotidiennes, les pathologies du quotidien, le gros des consultations chez le médecin généraliste où on sait qu'il n'y a pas de maladie organique, il y a juste des maladies fonctionnelles, c'est-à-dire des choses qui ne vont pas bien, mais sans qu'il y ait besoin de faire d'intervention ou de traitement lourd. Et les médecines énergétiques répondent à ça. Et elles répondent à ça en étant peu coûteuses, surtout si les gens peuvent se débrouiller eux-mêmes. C'est pour ça que pour moi, l'autotraitement est important. Transmettre l'autotraitement est important. Et donc, je pense que c'est vraiment une approche qui va se développer de plus en plus pour
tout un tas de raisons. Pour une raison de conscience, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture de conscience qui se fait à l'heure actuelle, qui nous amène à percevoir, à se mettre en accord avec l'invisible, à comprendre que les choses n'arrivent pas par hasard, que si une pathologie arrive, ce n'est pas par hasard. Donc, ça, c'était des choses, moi, quand j'ai commencé il y a 30 ans, ce discours-là, on passait pour un fou. Ouais. Maintenant, tout le monde est d'accord. Quand il y a, pareil, 20 ans en arrière, on parlait de la loi de l'attraction, de la puissance de la pensée, que les pensées qu'on aimait nous reviennent. C'est pareil, on passait pour un illuminé. Et maintenant, quasiment tout le monde a entendu parler de la loi de l'attraction et de la pensée positive, de l'importance de nos pensées, de nos émotions sur ce qu'on est en train de vivre. Donc, il y a vraiment une ouverture qui se fait dans ce sens-là. Il y a donc tout, à mon avis, concourt à ce que ces approches-là se développent de plus en plus et soient, à mon avis, peut-être la première médecine dans le futur. Un peu comme c'était auparavant. Oui. C'est-à-dire qu'auparavant, moi je suis donc d'origine auvergnate, tu as vu ça dans mon bouquin, à la campagne en Auvergne, quand il y avait un problème de santé, la première personne qu'on allait voir, c'était le guérisseur ou le rebouteux. Et puis si ça ne marchait pas, on allait voir le médecin. Et en fait, à condition que les gens soient sérieux, et c'est pour ça qu'il y a besoin de ce déperchage, c'est-à-dire besoin de pouvoir faire un diagnostic différentiel, besoin de dire, c'est pas de mon ressort, là il faut aller à l'hôpital ou il faut aller voir un médecin, quoi. Mais si les thérapeutes sont capables de faire ça, il est juste de commencer par ça, parce que ça évite des scanners, ça évite de multiples consultations chez le généraliste, chez le spécialiste, faire ses examens, revenir chez le spécialiste pour qu'on puisse interpréter les résultats des examens, donner un traitement, essayer le traitement, refaire des examens. Et on voit des gens comme ça qui passent des mois avec des pathologies qui ne sont jamais traitées. On a dépensé des milliers d'euros pour rien du tout, alors que souvent, dans une approche énergétique, le problème aurait été réglé en une dizaine de jours. Et donc, pour un coût moindre. Donc, pour plein de raisons, je pense que c'est la médecine de demain. C'est un peu la médecine du passé, mais c'est aussi un peu la médecine de demain. C'est clair. Ça, je suis d'accord avec toi. On t'a déjà demandé de faire des animaux, juste pour… Alors, donc… Officieusement, j'en soigne. Officiellement, non. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, oui, de soigner des animaux. Ça m'est arrivé. Maintenant, j'ai pas… c'est pas mon truc. Oui, voilà. Voilà, c'est pas mon truc. Maintenant, une fois qu'on a un peu les bases, qu'on comprend comment ça marche l'énergie, on peut transposer. Voilà, une fois qu'on a compris comment ça marchait l'énergie, il n'y a quasiment plus de limites. Voilà, donc après, c'est juste qu'est-ce que j'ai envie de faire. Soigner les animaux, ce n'est pas mon truc. Donc, voilà. Mais c'est bien de reconnaître déjà, hein, c'est bien d'avoir ses voilà. limites. Maintenant, aussi. Je peux le faire et je l'ai fait. C'est juste que voilà, je préfère soigner les gens que les animaux. Peut-être ça changera. Hein. Après, tu as déjà beaucoup de personnes, donc c'est vrai que du coup, les animaux, peut-être que… voilà. Oui, c'est pour ça que moi, le sujet en ce moment, c'est juste qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Oui. Voilà. Parce qu'effectivement, j'ai assez de monde. Si je veux faire que du soin, je peux faire que du soin. Si je voulais faire que des ateliers, je pourrais ne faire que des ateliers. Si je voulais faire, je sais pas, que des conférences ou de l'enseignement, je pourrais faire que ça. C'est juste moi, en ce moment, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. C'est bien. Voilà. Si c'est la parole qu'on peut dire à tout le monde, faites ce qui vous plaise. Donc, c'est une chance, quoi. Ça, c'est bien. Je te laisserai faire la conclusion, si tu veux faire la conclusion. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tout le monde? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire à tout le monde? Donc, ceux que mon discours a intéressé, d'aller voir sur mon site, oui, et sur YouTube. C'est-à-dire que toute la pratique que je mets en place, au cours des ateliers, est disponible et elle est disponible gratuitement sur YouTube. C'est-à-dire que le contenu des 3 ateliers qui correspondent à l'autotraitement, on peut le faire gratuitement, à son rythme, en allant voir les vidéos qui sont sur YouTube, qui ne sont pas monnayées, il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Et donc, je pense que le mieux, c'est de faire l'expérience par soi-même. C'est-à-dire qu'on peut commencer, et puis si ça parle, on continue. Et puis, si ça ne parle pas, on aura toujours fait cette expérience, et puis on pourra en faire d'autres. Voilà, ça serait un peu ça l'idée. En tout cas, ça, c'est vrai, il faut faire l'expérience. L'expérience, en ce moment, est demandée quand même. Hein. C'est ça.
Bon, mais merci beaucoup. Eh bien, merci C'était à toi, très Bérangère. intéressant. Merci à l'association. Et puis, bon, merci à tous ceux qui ont regardé. Oui, et qui Bonnes regarderont ondes à aussi. tout le monde et qui regarderont. Ouais. Ben, merci beaucoup, Laurent. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.